Toulouse, le 19 mars 2020. Chérie, mon amour, j'y pensais avant de m'endormir cette nuit. Les enfants et moi sommes confinés, mais toi non. Que veux-tu dire? Tu t'inquiètes pour moi ou alors pour vous car tu penses que je peux vous contaminer? Un peu des deux, à bien regarder. J'avoue que j'y avais pensé, mais j'estime ne pas courir de gros risques. Je suis seule dans ma voiture et non en transport en commun. Je reçois en moyenne 8 clients par jour. Le risque serait à leur niveau. Mais franchement, ce sont des gens que j'accompagne depuis des années et qui sont en bonne santé dans l'ensemble. S'il s'agissait de nouveaux clients, j'aurais hésité, car je n'aurais pas encore eu connaissance de leurs antécédents. Mais là, je suis plutôt serein. Tu voudrais me mettre en isolement? Tu ne veux plus dormir à mes côtés, en fait. Avoue. Cesse de raconter des bêtises, s'il te plaît. Je n'ai absolument pas envisagé de me passer de tes bras. Ah bon, sinon, j'aurais été obligée de te punir sévèrement. Pierre lui mordillait le cou en lui parlant. Tu es insatiable, ma parole. Tu devrais être contente que je te désire toujours autant après toutes ces années. J'approche de la cinquantaine maintenant. J'aurais pu te préférer une jeunette de la moitié de mon âge. Et courir le risque que Tony te la pique? Qui sait si certaines familles ne sont pas supposées vivre sans fin ce genre de scénario catastrophe? Alors là, j'espère que non. Je trouverais dommage que nos enfants aient à revivre ces moments difficiles par lesquels nous sommes passés. Je vais devoir en rediscuter avec Gabrielle, mais il me semble bien qu'elle m'avait parlé d'un truc de ce genre une fois. Je crois même qu'elle a un bouquin qui en parle. Je veux bien les références dans ce cas. Je verrai si je peux te l'acheter. Pourquoi pour moi? Parce que ces temps-ci, tu disposes de plus de temps que moi pour lire, mon ange. Tu me ferais ensuite un résumé pour actualiser mes connaissances. Travail d'équipe, comme d'habitude. Ouais, tout le boulot serait surtout pour moi, j'ai l'impression. Lecture, résumé. Pierre scelle les lèvres de Caroline d'un doux baiser. Toulouse, le 3 janvier 2003. J'avais déposé ton frère chez la nounou pour rendre visite à ton père à son bureau. J'étais tellement déterminée à quitter Yves que j'avais déjà commencé à ranger la valise de Tony ce matin-là. Gabrielle m'avait assuré que je pourrais toujours m'installer chez elle si jamais il changeait d'avis. Quand j'ai annoncé à ton père que ma décision était prise, j'ai eu peur un court instant. Il ne me semblait plus aussi sûr de lui. C'est à ce moment qu'il m'avait sorti un petit paquet cadeau qui contenait le double de la clé de chez lui. Depuis, il m'a confié avoir fait emballer la boîte le lundi même où il m'avait imposé le délai de réflexion de 10 jours. Il avait foi dans le fait que je nous choisisse, en dépit du sombre tableau qu'il m'avait dépeint plus tôt. Le lendemain, il était venu chercher nos paquets en fin de matinée, et le soir, j'étais chez lui avec Tony. Une nouvelle vie commençait pour nous trois. Toulouse, le 16 mai 1997. Cela faisait maintenant 5 mois que je vivais avec ton père. Tout se déroulait à merveille entre nous. J'étais tout simplement heureuse. Nous avions planifié nos congés annuels en même temps le mois précédent. Nous avions seulement prévu de passer nos journées au lit, en amoureux. En allant faire nos provisions, nous étions passés devant une agence de voyage, et ton père avait décidé d'y entrer pour voir s'il y avait des offres. Comme par hasard, il y avait une vente flash pour Majorque. Un départ le lendemain matin pour 4 jours et 3 nuits. Je n'étais pas super emballée à l'idée de partir sur un coup de tête. Nous allions revenir 2 jours à peine avant que je ne reprenne le boulot. Pour couronner le tout, je changeais de service et j'allais commencer un remplacement aux urgences. Je stressais pas mal à l'idée de devoir affronter un si gros changement. Ton père avait insisté en me disant que cela me détendrait et qu'un tarif pareil ne pouvait se refuser. Il avait ce petit grain de folie qui illuminait parfois ma vie. Moi qui aimais tant que tout soit carré, organisé et planifié.
J'avais cédé et nous avions préparé un sac léger vu la durée de notre séjour. Nous aurions aussi bien fait d'être restés chez nous. Il avait plu durant tout le temps que nous avions finalement passé enfermés dans notre chambre d'hôtel. Ce soir-là, pour l'anniversaire de ton père, j'avais prévu une soirée romantique à la maison. J'avais commandé un plat chez le traiteur car étant donné que je travaillais l'après-midi, je n'aurais pas eu le temps de cuisiner. J'avais tenté de modifier mon planning, mais mes collègues n'avaient pas voulu me faire cette faveur. Tous m'avaient dit qu'ils avaient déjà des projets. Alors j'ai fait comme je pouvais. À mon retour du travail, j'avais demandé à ton père de rester dans la chambre d'amis, devenue ta chambre par la suite, le temps que je prépare sa surprise. Il avait obéi gentiment, curieux de savoir de quoi il s'agissait. J'avais dressé une nappe rouge et des bougies parfumées sur la table basse du salon. Dans notre chambre, j'avais changé les draps pour une nouvelle parure en coton fin rouge. Sur son oreiller, j'avais pris soin de disposer des pétales de rose en forme de cœur. J'étais ensuite passée sous la douche me faire un gommage avec un gel à base de noix de coco. Je sentais bon les îles exotiques. J'avais ensuite enfilé les nouveaux dessous en satin que je m'étais offert la veille. Du rouge encore. Je voulais le rendre fou et j'ai réussi mon coup. Dès que je lui avais donné l'autorisation de quitter la pièce, il m'avait trouvé près de la table. Il m'avait aussitôt sauté dessus. Nous avions finalement dîné très tard ce soir-là. Je te passe les détails. Tu es un adulte maintenant, et je pense ne pas avoir besoin de te dire ce que nous avons fait, ton père et moi. Toulouse, le 5 janvier 2003. Quand j'avais ouvert les yeux, ton père était en train de me regarder dormir. Je te souhaite de pouvoir ressentir un jour la vague d'amour qui m'a submergée à cet instant précis. Le regard de ton père se passait de commentaires. Ses yeux parlaient très clairement. Je savais que j'étais enfin à ma place, et je m'y sens toujours bien après toutes ces années. Notre première nuit ensemble avait été merveilleuse. Un pur bonheur en toute simplicité. Il avait été à mes côtés pour souhaiter une bonne nuit à ton frère. Je n'étais pas totalement rassurée, car je craignais que le changement le perturbe. Pourtant, Tony avait dormi toute la nuit sans jamais se réveiller. Plus les heures passaient, et plus je sentais l'angoisse monter. Yves ne tarderait pas à rentrer à la maison et à découvrir que j'avais plié bagages. La tempête était en train d'approcher doucement. Martinique, le 19 mars 2020. Victoire vient juste de terminer son rosaire. Elle sent que l'heure est venue de faire le pas vers sa fille. Ce n'est pas forcément évident pour elle de se lancer. Mais elle s'est fixé un objectif et va devoir se donner les moyens d'y arriver. Elle prend son téléphone portable posé à ses côtés. Bonjour ma chérie. Bonjour maman, comment vas-tu? Je vais bien, rien de spécial. Et papa? Tu n'as pas l'habitude de m'appeler aussitôt le matin. Tout va bien? Oui, ma chérie, je te rassure, tout va bien. Ton père dort encore, donc j'en profite pour te parler tranquillement. Ah, tu ne veux pas qu'il entende? Pas forcément. Ma chérie, écoute-moi s'il te plaît. J'ai discuté avec ton père hier au sujet de ta requête de la semaine dernière. J'ai essayé de voir dans quelle mesure nous pourrions répondre à tes questions. Super, je te remercie, maman. Ne t'emballe pas trop vite, s'il te plaît. Ton père n'est pas vraiment disposé et moi je ne peux pas aller plus loin tant que je ne saurai pas de quoi il s'agit exactement. Que veux-tu savoir véritablement? Si tu veux, je peux t'envoyer les questions sur ton portable. J'ai préparé une liste, tu pourras voir par toi-même. Une liste, tu dis? Bon, d'accord. Envoie-la-moi et je te rappellerai pour voir comment on s'organise. Je te remercie vraiment, maman. Merci d'avoir envie de m'aider.
Tu me remercieras après. Je n'ai encore rien fait. Sinon, comment te sens-tu? Ta grossesse se déroule bien? As-tu des nausées? Pour le moment, tout va bien. Juste un peu de fatigue, mais rien d'autre sinon. Pierre et les enfants se sont arrangés pour tout faire dans la maison. Je suis comme une reine. Je n'ai pas à lever le petit doigt. Tu en as de la chance. De mon temps, ce n'était pas ainsi. Bon, je suis contente de savoir que tu te portes bien. Envoie-moi ta liste et je te recontacte. D'accord, maman. Je te l'envoie dans un instant. Je te souhaite une bonne journée. À tout à l'heure. À plus tard, ma chérie. Je t'embrasse. Toulouse, le 19 mars 2020. Caroline raccroche, soulagée. Elle n'espérait vraiment pas un tel revirement de situation. Elle se donnait un peu de temps avant de repartir à la charge. Tant mieux. C'est une véritable bonne surprise. Elle ouvre le tiroir de sa table de chevet pour récupérer ses notes. Elle sourit en voyant le cadeau de son mari. Il avait lu dans ses pensées. Heureusement qu'il avait été prévoyant en prenant des cahiers supplémentaires. Elle pourra toujours en prendre un pour y noter les réponses de ses parents. Elle choisit le rose sans la moindre hésitation. Sa couleur préférée, tout comme Tony d'ailleurs. Les chiens ne font décidément pas des chats. Toulouse, le 18 mai 1997. J'avais à peine dormi 4 heures après ma garde quand ton père m'avait réveillée. Je me sentais claquée. J'avais encore envie de récupérer, mais ton père avait insisté pour que je l'accompagne chez tes grands-parents. Je m'en voulais un peu de n'avoir pas averti que je ferais l'impasse ce dimanche. Il avait réussi à me convaincre quand il m'avait dit que je pourrais toujours faire une sieste en cours d'après-midi si je le souhaitais. Je m'étais alors levée pour me préparer. Vraiment à contre-cœur, pour être totalement honnête. Mais il avait l'air tellement content que je l'accompagne. Je me consolais à l'idée du succulent repas que Madeleine aurait forcément concocté. À notre arrivée, une table et 6 chaises étaient dressées dans le jardin. L'ensemble étant protégé d'une tonnelle blanche, décorée avec des ballons roses. J'avais regardé ton père. J'étais surprise. J'avais mis une simple robe et je n'avais même pas pris le temps de me maquiller. Aujourd'hui semblait être un jour spécial et c'était le jour où j'étais le moins apprêtée. Yves avait donné un léger coup de klaxon quand il garait la voiture. Le temps d'ouvrir ma portière, tes grands-parents, Pierre et Gabriel, étaient sortis sous la tonnelle. Que pouvait bien faire Gabi chez Madeleine et Louis? Je l'avais eue au téléphone la veille et elle ne m'avait rien dit. Ton père s'était empressé de faire le tour de la voiture pour me prendre par la main. J'avais embrassé tout le monde. Ils semblaient tous particulièrement joyeux et excités. J'avais eu le temps de me demander si ce n'était pas une date importante pour ses parents, quand ton père s'était mis à genoux devant moi. Mon Dieu, je n'en croyais pas mes yeux quand il avait ouvert l'écrin devant moi. Je m'étais mise à pleurer comme une gamine. Je n'avais même pas réussi à dire de suite le fameux oui, tant je sanglotais. Yves m'avait alors serré dans ses bras, heureux de voir à quel point sa mise en scène avait eu de l'effet. Je ne saurais te décrire à quel point j'étais heureuse. J'étais amoureuse de ton père, et sincèrement, à cet instant précis, je n'avais aucun doute sur le fait qu'il était l'homme de ma vie. Je n'imaginais absolument pas pouvoir vivre avec quelqu'un d'autre que lui. Il était le soleil de ma vie. Celui qui me donnait le sourire, qui me faisait sortir de ma routine. Celui avec lequel je me voyais finir mes jours, racontant à nos petits-enfants comment nous nous étions rencontrés au détour du long couloir du service de pneumologie. Je peux t'assurer qu'au moment où le oui est sorti de mes lèvres, j'étais sûre et certaine que ton père était l'amour de ma vie. Martinique, le 19 mars 2020.
Victoire lit pour la 3e fois la liste de questions envoyées par sa fille sur WhatsApp. Elle doit certainement avoir perdu la raison pour oser lui demander ce genre de choses. Elle veut bien faire des efforts, mais il y a des limites tout de même. En quoi l'âge auquel elle avait eu son premier rapport sexuel pouvait concerner sa fille? Toulouse, le 20 janvier 2003. Ce jour-là, je me sentais mal, un peu vaseuse, nauséeuse et à côté de mes pompes. Cela faisait plusieurs jours que je dormais mal la nuit. La tempête s'était effectivement abattue sur nous et nous étions en pleine tourmente. Maman m'avait envoyé un message pour me dire de ne plus jamais leur adresser la parole. Ses propos avaient été particulièrement violents. Elle m'avait limite traité de pute et avait dit nous renier, Tony et moi. Je n'avais pas compris la moitié de ce qu'elle m'avait écrit, mais elle ne répondait plus à mes appels. La technologie n'a pas que du bon. L'affichage du numéro lui permettait certainement de les filtrer. J'avais essayé de l'appeler de cabine téléphonique à 2 ou 3 reprises, mais je suppose que le numéro en 05 lui servait également d'alerte. J'avais fini par me résigner, même si cela me rendait profondément triste. Je m'étais préparée à être rejetée par Yves et tes grands-parents paternels, mais jamais je ne m'étais imaginé que mes propres parents pourraient me tourner le dos. Comme je l'avais redouté, Yves ne donnait plus de nouvelles à Tony. Cela me fendait le cœur littéralement. Je savais que c'était un risque, mais j'espérais sincèrement qu'il aurait su faire la part des choses. Mince, je m'égare. Cette partie concerne surtout ton frère. Je tiens néanmoins à te partager cette date car le doute subsiste. J'avais réalisé que j'avais un retard de règles et je m'étais rendue à la pharmacie pour acheter un test de grossesse. J'étais angoissée à l'idée qu'il soit positif car la situation était déjà suffisamment compliquée. À mon grand désespoir, il se trouvait que j'étais bel et bien enceinte. J'étais d'autant plus malade à cette idée que je n'avais aucune certitude sur la paternité de ce bébé. La vie se moquait véritablement de moi. Je savais bien que la pilule n'était pas fiable à 100%, mais tout de même, que ça arrive à ce moment de ma vie, c'était le comble. Je sais que mes propos peuvent être choquants, mais j'ai ressenti un immense soulagement lorsque j'ai eu des saignements quelques semaines plus tard. Ton père était prêt à garder cet enfant. Pour lui, cela n'avait pas de réelle importance qu'il soit de lui ou de son frère. Il élevait déjà Tony, donc il ne faisait pas de différence si cet enfant avait été conçu avec Yves. Moi, par contre, je voyais une énorme différence. Tout d'abord, je ne me sentais pas dans les conditions optimales pour porter un bébé. Je ne me sentais pas bien psychologiquement et c'était suffisant comme raison. Mais pire que tout, je savais la répugnance que j'avais éprouvée au contact de ton oncle à l'époque. Je me disais que cet enfant débuterait son existence avec un handicap certain, le manque d'amour entre ses parents au moment de sa conception. Si jamais il était de Yves, parce qu'en revanche, s'il était de ton père, il avait baigné dans l'amour le plus parfait et absolu qui soit. Toulouse, le 19 mars 2020. Coucou Gabrielle, comment vas-tu? Salut ma belle, je me porte comme un charme, et toi, tout va bien? Oui, je me sens bien. Je sais qu'il est encore un peu tôt chez toi, mais comme tu as dit que tu éteins ton portable quand tu dors, tu as bien fait. Je t'écoute. Que se passe-t-il? Je viens de recevoir un message de maman. Il y a un souci? Ce matin, elle m'a appelé pour me dire qu'elle était d'accord pour répondre à mes questions comme tu me l'avais recommandé. Génial, elle a changé d'avis. Pour en changer de nouveau, retour à la case départ. Elle ne comprend pas pourquoi je veux fouiller son intimité. Je lui ai pourtant expliqué que je le fais pour les enfants. Tu veux que je passe leur rendre une petite visite? Je sais que tu es débordée, Gabrielle. Je ne vais pas te demander ça.
Je crois que tu n'as rien demandé et que c'est moi qui ai posé la question, au contraire. C'est vrai, mais ça me gêne un peu de prendre de ton temps. N'en dis pas plus. Je passerai les voir ce week-end si Dieu veut en faisant la tournée de la famille. Tu es sûr? Je ne veux pas. Gabriel, nous sommes en confinement. Ah oui, mince, j'avais zappé ça. Mince alors. Je vais devoir me contenter d'appeler mes parents ce week-end. Je peux appeler les tiens alors. Je dirai que je souhaite savoir comment ils se débrouillent au vu de la situation. Oui, tu peux toujours les appeler, mais je vois difficilement comment tu mettras ce sujet sur le tapis. Des fois, je pense qu'il faut savoir faire simple. Ta mère sait très bien que nous nous racontons tout. Enfin, tout. On se comprend. Je pense lui dire que tu m'as parlé de son incompréhension concernant ta démarche et que je prends le relais pour lui expliquer les bénéfices que j'en ai tirés. Cela peut être une option, en effet. Je vais sélectionner des passages de mes bouquins sur la psychogénéalogie pour étayer mon argumentation. Quand elle entendra que ce sont des médecins même qui le préconisent, j'espère pour toi qu'elle acceptera de coopérer. Ah, tu fais bien d'en parler. Pierre souhaite avoir les références pour les acheter, s'il te plaît. Très bon investissement. Je t'envoie les photos dans un instant. Je vais devoir te laisser, ma chérie. Je t'embrasse. Merci pour ton aide. Je t'aime, Gabriel. Je t'aime aussi, ma Caroline. Pense à me relancer si j'oublie de t'envoyer les photos d'ici 1 heure. Ça marche. Bisous. Toulouse, le 17 juillet 1997. Depuis la demande en mariage de ton père, je vivais sur un véritable nuage. Mes parents, particulièrement maman, avaient été ravis de savoir que notre relation allait bientôt être officielle. Ta grand-mère avait essayé de me faire envisager un mariage religieux, mais je n'avais pas cédé. Yves n'était pas branché église, et depuis que je vivais à Toulouse, je dois avouer que j'avais décroché aussi. Nous avions fixé la date au 14 février. Plus romantique, tu meurs. Nous avions décidé tôt pour permettre à mes parents de planifier leur congé afin de pouvoir être présents. Louis et Madeleine, disposant de plus d'espace que nous, avaient proposé d'héberger mes parents pendant leur séjour. Je leur avais fait présenter leur offre directement à mes parents lors d'un appel téléphonique. Maman était bluffée. Elle avait le sentiment que j'avais gagné le gros lot. Elle les avait trouvés sympathiques, bienveillants, distingués, bref. Victoire n'avait pas suffisamment d'adjectifs élogieux pour définir les parents de ton père. Ce soir-là, pour mon anniversaire, ton père m'avait emmené dans un restaurant hyper chic pour dîner. Mon premier cadeau était une robe rouge qui épousait bien mes formes avec des sandales à talons de couleur bronze. Tout était parfaitement bien ajusté. Ton père avait visiblement le compas dans l'œil et semblait connaître mes mensurations par cœur. J'ai failli oublier un détail intéressant. Ton père avait proposé une chasse au trésor pour que je trouve mes cadeaux. Il m'avait averti que tout ce qui était nécessaire pour sortir dîner se trouvait à divers endroits de l'appartement. Quand j'étais proche du but, il sifflotait. J'avais trouvé une chaussure dans le panier de linge sale et la robe sous le matelas dans la chambre d'amis. J'ai beau réfléchir, mais je ne me rappelle plus où était cachée la deuxième sandale. Sache que ton père était un vrai coquin à l'époque. Dans tout ce qu'il avait prévu, il n'y avait aucun sous-vêtement. J'avais négocié tant bien que mal pour lui dire que je ne pouvais pas sortir ainsi, mais il n'avait rien voulu entendre. Soit nous sortions ainsi, soit nous perdions la réservation au restaurant. Je conclurai en disant que le dîner était délicieux. C'était mon premier repas dans un restaurant étoilé. L'argument prestigieux m'avait aidé à me décider. Toulouse, le 19 mars 2020. Caroline est assise sous la véranda de sa maison. Le soleil caresse sa peau. Replonger dans tous ses souvenirs la rend un peu mélancolique.
Elle espère de tout son cœur que le rêve dure vraiment jusqu'à la fin de ses jours avec Pierre. Elle sait que son époux est extraordinaire. Elle avait trouvé un homme qui portait à merveille toutes les casquettes. Il est un bon mari, un amant attentif à ses désirs, un père à l'écoute, son ami et aussi son confident. Il était parfait à tous les postes, naviguant de l'un à l'autre avec aisance. C'était probablement l'erreur qu'elle avait commise avec Yves, ne pas avoir réussi à communiquer avec lui quand leur navire avait commencé à prendre de l'eau. Toulouse, le 5 mai 2003. Ce jour-là est important pour moi, car j'avais enfin obtenu ma mutation dans le service de consultation externe de pneumologie. Dès mon installation chez ton père, j'avais fait ma demande, car les urgences continuaient à pomper toute mon énergie. Pierre me soutenait vraiment beaucoup à la maison, puisque je me sentais à bout de souffle. Physiquement, j'étais vidée, et psychologiquement, je n'étais pas encore au mieux. J'avais gros sur le cœur que mes parents refusent toujours de me parler. Je leur avais écrit une lettre qui était restée sans réponse. Un sursaut d'orgueil m'avait poussé à arrêter de quémander le soutien et l'amour de ceux qui m'avaient mis au monde. Je n'arrivais pas à concevoir que l'on puisse rejeter son unique enfant. Quel parent digne de ce nom pouvait se comporter ainsi? Encore une fois, ce qui me minait, c'était que Tony se retrouve coincé dans cette histoire alors qu'il n'était coupable de rien. Je trouvais cela profondément injuste envers lui. Je ne saurais dire ce qui m'attristait le plus. Dans tous les cas, cette mutation m'a permis de me refaire une santé. Avoir des horaires avec un rythme régulier m'a permis de mieux souffler. Je pouvais passer plus de temps avec ton frère. Je pense que sa joie de vivre et son insouciance ont finalement eu raison de ma tristesse. La vie continuait, malgré tout. Mon fils semblait heureux et en bonne santé. Ton père était un soutien formidable dans ce douloureux contexte. Je crois que le désir de vouloir un nouveau bébé a commencé à apparaître dans les semaines qui ont suivi. Toulouse, le 14 février 1998. Enfin, le grand jour était arrivé. Tu n'imagines pas à quel point j'étais impatiente de devenir officiellement Madame Yves Dufour. Je ne sais pas pourquoi je ressens cela. Mon chéri, je tiens vraiment à ce que tu saches que j'aimais profondément ton père. La certitude que j'avais éprouvée le jour de sa demande en mariage était encore mienne lors du passage à la mairie. Jamais le moindre doute n'a traversé mon esprit. Je tiens à ce que tu en sois absolument convaincu. Ton père et moi étions d'accord à l'époque sur le fait de faire un mariage intimiste. Comme tu le sais déjà, mes seuls invités étaient mes parents et Gabriel, mon témoin. Les autres étaient la famille et des amis de ton père. Nous étions à peine 37, donc nous avions réservé un restaurant à proximité de la place du Capitole. Pendant le mois de septembre, ton père et moi avions testé toutes les adresses qui correspondaient à nos critères. Nous voulions être sûrs de ne pas avoir de mauvaises surprises le jour J. C'est Gabriel qui m'avait accompagnée pour choisir ma robe de mariée. Pour lui faire gagner du temps, j'avais déjà fait les présélections seule. Madeleine avait proposé son aide, mais j'avais choisi de ne pas y avoir recours. Elle rêvait d'un grand mariage pour son fils chéri. Or, nous voulions la simplicité et le confort avant tout. J'aurais pu être tentée de faiblir devant ses désirs à elle, donc j'avais fait en sorte d'esquiver. J'hésitais entre deux modèles en particulier, et l'avis de Gabriel avait été déterminant dans ma décision finale. C'est ainsi que j'avais opté pour une robe couleur ivoire, dont le bustier ajusté laissait les épaules dénudées, puis partait en évasé après la taille. Pas de traîne, pas de voile, j'avais opté pour quelques fleurs piquées dans ma chevelure lâchée. Mon bouquet était composé de fleurs blanches et roses, le thème de notre mariage. En clin d'œil à ma ville adoptive, j'avais demandé à la fleuriste de glisser quelques violettes que tu peux apercevoir sur les photos.
Le soleil était au rendez-vous ce jour-là, mais quelques gouttes de pluie étaient tombées quand nous sortions de la mairie. Mes parents y avaient vu un signe de bon augure à l'époque. Nous savons malheureusement que cela n'a pas été le cas. Quoique, en y réfléchissant bien, notre mariage a été très heureux pendant un certain temps. Ce n'est pas parce qu'il s'est finalement essoufflé que je dois renier toutes les belles années passées avec ton père. Toulouse, le 15 novembre 2003. Ton père n'était pas vraiment emballé à l'idée de faire un bébé alors que j'étais encore mariée à son frère. Il préférait attendre que les papiers du divorce soient signés, mais j'avais réussi à voir à l'usure. Le bonheur ne devait pas attendre ce genre de détails. Nous étions jeunes, heureux et amoureux. Je l'avais convaincu en lui rappelant que la grossesse pouvait parfois se faire désirer, comme ça avait été le cas pour Tony. Il avait fini par céder. En septembre, j'avais donc arrêté de prendre ma pilule. Le mois suivant, comme par hasard, mes règles n'étaient déjà plus au rendez-vous. J'avoue que je ne m'attendais pas à tomber enceinte aussi rapidement. Je ne saurais dire pourquoi, mais cette fois, hormis ton père, je n'avais rien dit à personne, pas même à Gabriel. J'ai fait la fausse couche le jour de l'anniversaire de mamie. Ça m'avait chamboulé encore plus de devoir vivre cette perte alors que je n'avais toujours pas de nouvelles de ma mère. C'était la première fois que je ne lui souhaitais pas son anniversaire. Ton père avait comme toujours été présent pour me réconforter et me rassurer. J'avais néanmoins décidé de recommencer à prendre la pilule par la suite. Je préférais attendre de me sentir mieux psychologiquement pour réamorcer le projet bébé. Toulouse, le 19 mars 2020. Comment s'est passée ta journée, mon amour? Rien de vraiment spécial. J'ai fait quelques tours dans le jardin. J'ai avancé sur les cahiers des enfants. J'ai aussi reçu un appel de maman. Tout va bien? Elle m'a soufflé le chaud et le froid en moins de quelques heures. Que s'est-il encore passé? Elle m'a d'abord appelé pour m'annoncer qu'elle avait bien réfléchi et qu'elle était disposée à répondre à mes questions. Que cela semblait mal s'annoncer avec papa, mais qu'elle ferait de son mieux pour qu'il l'accepte lui aussi. Pas besoin de te dire à quel point j'étais ravie. Sauf qu'après lui avoir envoyé les questions, madame m'a envoyé un message me disant que je me mêlais de ce qui ne me regardait pas. Je comprends ta déception, mais chérie, sois un peu plus indulgente avec ta mère, s'il te plaît. Je peux concevoir que ce ne soit pas facile pour elle de devoir répondre à ce qu'elle estime être des choses intimes et privées. Nous sommes d'une autre génération. Nous voyons la vie différemment. Accepte que ce qui te semble facile à faire ne le soit pas pour ta mère. Tu m'as déjà dit ça. Et pourtant, je suis obligée de te le redire. Cela montre bien que tu as des difficultés à entendre mon discours. Elle n'avait qu'à ne pas me donner de faux espoirs. Qui te dit qu'elle ne changera pas une nouvelle fois d'avis? Il faut peut-être lui laisser le temps de digérer l'information. Tu m'as dit toi-même avoir tourné autour du pot quand Isabelle est venue te questionner la fois passée. Et finalement, tu as accepté de lui répondre par la suite. Tu insinues que je suis comme maman en fait. Je n'ai rien dit de tel, mais sur certains points, il n'y a aucun doute que tu sois sa fille. Caroline fusille son mari du regard. Comment pouvait-il oser lui faire cette remarque? Ma chérie, calme-toi s'il te plaît. L'énervement n'est bon ni pour toi, ni pour le bébé. Je vais tenter d'être plus claire dans ma façon de voir la situation. Oui, sois plus claire, limpide même. Pierre pousse un profond soupir. Il lui faut vraiment trouver les mots justes. Cette conversation risque fort de se retourner contre lui autrement. Il prend les mains de son épouse entre les siennes. Je t'en prie, écoute attentivement ce que je vais te dire, s'il te plaît. Victoire est ta mère jusqu'à preuve du contraire. Que tu le veuilles ou non, c'est ainsi. Ta mère est pleine de qualités, mais elle a aussi quelques gros défauts.
Elle est ainsi. Cela n'empêche pas moins qu'elle reste ta mère. Lui en vouloir d'avoir les défauts qui sont les siens ne va en rien améliorer vos relations. L'accepter pleinement telle qu'elle est me semble être la plus belle preuve d'amour que tu puisses lui porter. Mais j'ai maman. Oui, mais pour autant tu râles dès qu'elle fait quelque chose qui te déplaît. Accepte qu'elle soit comme elle est et qu'elle puisse te refuser quelque chose, même si ce quelque chose est primordial à tes yeux. Écoute bien ce que je vais dire maintenant. Je trouve que tu es une version améliorée de ta mère. Bravo! Tu permets que je termine? Je vous en prie, monsieur, faites donc. Pierre se retient de lui dire qu'en ce moment précis, elle se comportait exactement comme Victoire. Il sait très bien qu'il déclencherait une guerre nucléaire en osant dire le fond de sa pensée à son épouse. Mon cœur, le jour où Isabelle est venue t'interroger dans la cuisine, tu as fait ton possible pour ne pas lui répondre car tu étais embarrassé. Je n'étais pas présent, je ne fais que répéter tes propos. Oui ou non? Continue. Oui ou non? Je t'ai posé une question. Oui, en effet, je te l'ai dit. Merci. Je voulais m'assurer que j'avais bien compris ce que tu m'avais raconté. Donc, sur le moment, tu ne voulais pas lui répondre. Mais le temps de terminer ta quiche, tu t'es rendu dans sa chambre et tu as pris le temps nécessaire pour tout lui expliquer. Et même plus que ce qu'elle avait réclamé. Ok, et donc? Là où tu as pris moins de 20 minutes pour revenir vers ta fille, ta mère a pris 5 jours. Cela te semble être beaucoup, ce que je conçois aisément. Mais au final, elle est revenue vers toi malgré tout. Pour mieux me tourner le dos ensuite. Pour le moment, ma chérie, tu vois bien qu'elle prend du temps. C'est sa nature, visiblement. C'est en cela que j'ai parlé de version améliorée. Tu réalises un peu? 20 minutes contre 5 jours, j'ai compris. 7200 minutes, tu réalises? Crâneur, tu calculais la conversion en minutes. Caroline essaie de deviner les traits de son mari dans l'obscurité. Au rythme de sa respiration, elle sait qu'il est déjà endormi. Elle a parfois du mal à entendre quand son discours la dérange, surtout quand il s'agit de Victoire. Pourtant, elle sent qu'il a raison, cette fois encore. Elle sort doucement du lit et se dirige avec son portable dans la salle de bain. Elle regarde l'écran un instant, ne sachant pas trop quel mot choisir. Gabriel lui avait fait remarquer qu'il fallait savoir faire simple par moment. Elle rédige, puis relit son message avant de l'envoyer. Elle retourne se coucher, le cœur léger. Martinique, le 19 mars 2020. Victoire relit le message envoyé par Caroline 2 heures auparavant. Avec le décalage horaire, elle doit probablement dormir maintenant. Elle l'appellera demain si Dieu lui donne encore vie. Une larme roule sur sa joue. Sa fille savait parfois lui dire les mots justes. Bonsoir maman. J'espère que tout va pour le mieux pour papa et toi. Je n'ai pas répondu à ton message plus tôt, car honnêtement, je me suis sentie en colère quand je l'ai lu. Pierre a su me calmer et me faire réaliser que même si ma démarche me semble importante, je dois pouvoir accepter ton refus. Je veux que tu saches que je t'aime, maman. Je ne te pose pas toutes ces questions pour te juger ou te faire la moindre remarque ou un quelconque reproche. Je souhaite tout simplement savoir de quel arbre je suis le fruit. Je veux connaître mes racines et savoir d'où je viens. Depuis quelques jours, j'écris à Tony et Isabelle tout ce que j'ai vécu avec leur père. Je leur livre aussi mes petits secrets, comme les fausses couches dont papa et toi n'avaient jamais eu connaissance. Sérieusement, maman, avec mon passé, comment pourrais-je me permettre de juger qui que ce soit? Je garde un minimum de mes souvenirs de catéchisme pour savoir que Dieu seul peut juger. Alors oui,
Tu pourras me répondre que je n'aurais pas dû convoiter un autre homme que mon mari, et je le reconnais. Mais Yves lui-même m'a pardonné, et depuis, je suis heureuse avec Pierre. Cet homme fait de moi chaque jour une meilleure personne. C'est d'ailleurs grâce à notre discussion que je me sens capable de te répondre maintenant. Le fait que je sois heureuse n'est-il pas le plus important? Je ne t'en veux pas si tu ne souhaites pas me répondre, maman. Je n'en voudrais pas à papa non plus. Je vous aime et je crois que c'est l'essentiel. Bonne nuit à tous les deux, prenez soin de vous. Toulouse, le 14 mai 1998. Nous venions d'arriver à l'aéroport. Ton père essayait par tous les moyens de savoir où nous allions, mais je tenais bon pour garder ma langue. Nous avions convenu ensemble que nous ne partirions pas en lune de miel tout de suite après notre mariage. Mes parents étaient à Toulouse jusqu'au 19 février, et cela aurait été dommage de ne pas passer ces quelques jours en leur compagnie. C'était ce genre de détail qui me confortait dans l'idée d'avoir trouvé le mari idéal. Il avait le sens de la famille et arrivait à placer ses priorités. Nous avions obtenu nos congés en même temps pour mon anniversaire au mois de juillet. Nous avions porté notre choix sur l'Italie. Rien de très original, c'était certain. Cela dit, quoi de plus normal pour des amoureux de se retrouver à Venise? Avant leur départ, mes parents m'avaient laissé une enveloppe avec pour seule recommandation de l'utiliser pour nous faire plaisir ensemble. Je sais qu'aujourd'hui, avec l'euro, cela pourrait sembler dérisoire, mais j'avais failli tomber à la renverse en découvrant le montant du chèque. 20 000 francs! Un peu plus de 3 000 euros. À l'époque, tu étais riche avec une telle somme. Cela représentait près de 2 mois de salaire pour moi. Je savais que ton père aimait voyager, donc je m'étais mise en tête de trouver une destination intéressante pour la période de son anniversaire. Ça tombait parfaitement bien en plus. C'était un samedi. Donc j'avais cherché des destinations le temps d'un week-end. J'avais trouvé une superbe offre pour New York. La conseillère à l'agence m'avait fait une nouvelle remise en apprenant que nous étions de jeunes mariés et que c'était notre premier voyage officiel depuis notre union. Voyager aux États-Unis revenait plus cher que de rester en Europe. Mais nous avions les moyens de réaliser notre rêve grâce aux généreux cadeaux de mes parents. Je ne pourrai jamais te décrire la tête de ton père quand il a découvert notre destination. Il était véritablement fou de joie. Nous étions revenus le lendemain de son anniversaire. C'était forcément trop court pour tout faire, et nous avions décidé d'y retourner plus longtemps un de ces jours. Notre souhait n'a finalement pas été exaucé. Au moins, nous pourrons toujours nous remémorer notre balade en calèche à Central Park le jour de ses 25 ans. Toulouse, le 14 février 2004. J'avais surpris le regard de ton père posé sur moi, pendant que j'aidais Tony à souffler ses 2 bougies. J'y avais vu tout cet amour qui me bouleversait tant. Ton père a toujours eu, et a encore aujourd'hui, cette façon de me regarder qui me fait me sentir unique, spéciale. Un peu comme si j'étais le plus grand trésor au monde. Je lui avais souri. C'est généralement le meilleur moyen que je possède pour lui exprimer l'état dans lequel je me sens lorsque je croise ce regard-là. Un état de bonheur et de plénitude absolue. Il s'était approché et m'avait embrassé sur le front. Il avait ensuite pris ton frère dans ses bras pour le féliciter d'être un grand garçon. Je m'étais relevée pour l'embrasser à mon tour. C'est à ce moment qu'il m'avait posé la question. Je me sens prêt, et toi? Tu ne comprendras peut-être pas instantanément en lisant ces lignes, mais c'est avec cette question que j'ai de nouveau arrêté de prendre ma pilule. Je n'ai même pas attendu de terminer ma plaquette. Je la prenais le matin et dès le lendemain, j'avais fait une croix dessus. J'avais fait le deuil de ma grossesse précédente et je me sentais de nouveau suffisamment stable émotionnellement pour tenter l'aventure. Tu n'étais pas fait prier pour nous rejoindre. Le mois suivant, tu étais déjà parmi nous.
Comme je te l'ai dit, le gynécologue avait prévu ta naissance pour le 28 décembre. Je ne saurais dire pourquoi, mais toute pressée que tu étais de nous signifier ton existence, tu ne l'étais plus du tout pour nous laisser voir ta jolie petite frimousse. Toulouse, le 20 mars 2020. Le cœur de Caroline s'accélère en voyant son portable afficher le prénom de sa mère. À son réveil, elle avait vu que son message avait été lu. Elle avait ressenti une pointe de déception en n'ayant aucun message en réponse. Pierre lui avait rappelé que sa mère était plus longue à la détente et qu'elle ne devrait pas tirer de conclusions hâtives. Décidément, elle est encore obligée de reconnaître qu'il avait raison. « Bonjour maman. »« Bonjour ma chérie, comment vas-tu ?»« Je vais bien et toi ?»« Mon arthrose au genou me fait souffrir un peu ce matin. Mais enfin, grâce à Dieu, je suis debout. C'est l'essentiel. Papa dort encore, je suppose ? Oui, je viens de terminer ma prière et je t'ai appelé aussitôt. Je n'ai même pas encore préparé mon café. Je vois. Caroline se retient de la remercier de l'honneur qu'elle lui fait. Elle connaît par cœur les rituels de sa mère. Prière, puis café. Il valait mieux ne pas trop lui adresser la parole avant. Elle va toutefois garder sa réflexion pour elle. Ce n'est pas le moment d'irriter sa mère. Ma chérie, quand j'ai lu ton message, j'ai supposé que tu dormais déjà. Je n'ai pas eu envie de t'écrire un aussi long message que le tien. À mon âge, je n'ai pas autant de dextérité que toi pour utiliser ces minuscules touches. Cette histoire de tactile en plus n'arrange pas mes affaires. Je voulais te dire que moi aussi je t'aime. Je réalise que je m'y prends peut-être mal pour te le montrer. J'ai été très triste d'apprendre que toi aussi tu avais dû affronter la douleur des fausses couches. Je ne pouvais pas m'en douter, étant donné que tu nous avais dit que Tony était ta toute première grossesse. C'est vrai, je ne vous ai pas menti. Avant Tony, je n'étais jamais tombée enceinte. C'est entre lui et Isabelle que j'ai fait 2 fausses couches. Je vois. Dans mon cas, ce n'était pas du tout le même ordre. J'ai d'abord affronté cette perte à 2 reprises avant que tu ne décides enfin de rester avec nous. J'étais tellement angoissée à l'idée que tu partes comme les 2 premiers. Je crois que je n'ai jamais vraiment réussi à me détendre une seule fois durant ces 9 mois. Même quand la date est arrivée, je n'étais pas rassurée à l'idée que tu sortes. C'était un peu étrange comme situation. Le gynécologue commençait à prévoir un bloc pour une césarienne. C'est une sage-femme qui est venue me parler. Elle m'a rassurée en me disant que maintenant tout allait bien et que je pouvais t'autoriser à sortir. Elle m'a dit que tu étais à terme et que je n'avais rien à craindre en te laissant naître. Je suis persuadée que ce sont ces mots qui ont su m'apaiser, car peu après, les contractions étaient plus fortes et rapprochées. Tu étais enfin prête à nous rejoindre. Ah oui, donc je suis née à terme. Tu es née le 17, mais le médecin avait annoncé le 12 juillet. Cela dit, à l'époque, ce n'était pas aussi précis que maintenant avec les échographies et tout le reste. Donc, tant que tout allait bien, jusqu'à 1 semaine après la date, on ne touchait pas à la maman. Mais quand le médecin m'a auscultée, il lui semblait que ton cœur commençait à ralentir un peu. Il avait essayé d'être rassurant, mais moi je paniquais encore plus. L'histoire semblait prête à se répéter sous une forme différente, mais avec la même issue fatale. Je me croyais condamnée à ne jamais avoir d'enfant. Je n'ai pas retenu le nom de cette sage-femme, mais je suis persuadée que son discours a changé le cours des choses. Moi aussi, j'avais le sentiment d'être maudite quand Yves et moi n'arrivions pas à avoir de bébé. Tous les examens que nous avions faits avaient beau être normaux, je ne comprenais pas pourquoi je n'arrivais pas à tomber enceinte. Moi, je tombais enceinte, mais je n'arrivais pas à garder mes enfants jusqu'au bout. Je suis désolée de l'apprendre, maman. Sans le savoir, j'ai visiblement affronté des douleurs similaires aux tiennes. Apparemment, il y a des médecins qui étudient ça maintenant.
Il semblerait que les traumatismes vécus pourraient modifier l'ADN et laisser des cicatrices à la descendance. Je n'en ai jamais entendu parler. Je crois qu'il s'agit d'épigénétique. C'est Gabrielle qui m'en a parlé. Elle trouve que ma démarche est une bonne chose aussi bien pour moi que pour les enfants. Devant ta réticence à communiquer avec moi, elle envisageait de t'appeler pour en discuter avec toi, vu qu'elle maîtrise mieux le sujet que moi. Elle m'a recommandé des livres, mais à cause du confinement, les librairies sont fermées. Si Gabrielle trouve une disponibilité pour m'appeler, je serai ravie d'échanger avec elle. Je suis curieuse de savoir ce qu'ils ont bien pu découvrir de nouveau sur cette histoire d'ADN. La science n'en finit pas d'évoluer. Oui, c'est sûr. Les vérités d'hier ne sont plus forcément celles d'aujourd'hui. Ma chérie, je vais te laisser pour faire mon café. On dirait que ma tête commence déjà à me faire mal. Je te remercie de ton appel, maman. Merci d'avoir partagé tout cela avec moi. Je suis contente et triste à la fois. Je ne souhaite vraiment à aucune femme de vivre une fausse couche. On a beau savoir que c'est la nature qui fait son travail, c'est tellement douloureux à vivre. Je n'aurais jamais voulu que tu passes par là. Je ne voudrais pas te faire peur. Que se passe-t-il, maman? J'ai également perdu un autre bébé après toi. Ah bon? J'avais quel âge? Je ne sais plus trop. Tu n'étais pas encore à la maternelle, il me semble. Ce sont des choses que j'ai fait en sorte d'enfouir dans ma mémoire pour ne plus en souffrir. J'avais déjà la chance de t'avoir. Tu as été mon seul miracle. Restons sur cette note positive. Je suis là et j'ai finalement eu 2 enfants en bonne santé. Et bientôt un 3e, si Dieu veut. Oui, si Dieu veut. C'est étrange. Je réalise que pour Tony et Isabelle, je voulais toujours annoncer après le 3e mois de grossesse. Je voulais vous préserver en cas de mauvaises nouvelles. Cette fois, c'est sur les conseils de Gabrielle que je vous ai averti de suite, afin que vous sachiez que je n'irai pas travailler. C'est comme si quelque part je savais que vous aviez déjà souffert et que je cherchais à vous épargner de revivre ces moments douloureux. Peut-être, Dieu seul sait. Je t'embrasse, ma chérie. Je te souhaite une bonne journée, maman. Tu embrasses papa de ma part. Coucou, mon cœur. Salut, mon ange. Que se passe-t-il? Je n'ai pas su attendre ce soir pour te dire que tu avais encore raison. Laisse-moi deviner. Ta mère vient de t'appeler? Sérieux, il faudrait que tu m'expliques comment tu fais. Je ne sais pas moi-même. Peut-être que je crois que l'amour finit toujours par tout arranger à un moment ou à un autre. C'est en discutant avec maman que j'ai réalisé que les librairies étaient fermées. Peux-tu me dire où as-tu pris le cahier que tu m'as offert avant-hier? C'est quand même dommage que tu veuilles connaître tous mes secrets. Tout simplement parce que nous nous sommes promis de toujours tout nous dire. Puisque tu veux tout savoir, je les ai achetés samedi après-midi. Lorsque tu es sorti faire de l'essence? Exactement, j'en ai profité pour passer les acheter. Et pourquoi tu ne me les as pas remis de suite? J'aurais pu prendre le rose pour Tony. Tony avait dit que le bleu lui convenait. Tu n'avais toujours pas commencé ceux des enfants. Je ne voulais pas te mettre la pression en ajoutant le mien. J'ai attendu que tu commences et que tu aies l'air d'y prendre plaisir pour te les offrir. Vous ne cesserez jamais de me surprendre, monsieur Dufour. Je l'espère bien, madame mon épouse. Mon seul désir est de faire de votre vie un rêve parfait, très cher. Ah, Seigneur, que serait ma vie sans toi? Question idiote, comme dirait notre fille. Je te laisse, mon ange, mon client est arrivé. Je t'embrasse. À ce soir, mon cœur. Je vous aime. Nous aussi. Milan, le 13 juillet 1998. La veille, nous avions vécu un grand moment de sport à la télévision. Pour la première fois de son histoire, l'équipe de France de football obtenait sa première étoile en battant l'équipe du Brésil 3-0.
Ton père aimait beaucoup les matchs de football. Donc même si je n'en étais pas très fan, j'avais pris l'habitude de regarder la télé avec lui. Dimanche oblige, nous étions allés chez tes grands-parents pour le déjeuner. Ton père avait souhaité rester regarder le match avec son père, et j'avais accepté sans problème. Nous avions donc passé toute l'après-midi chez Louis et Madeleine, et nous y avions dîné avant de nous asseoir tous ensemble devant l'écran, un peu avant le coup d'envoi à 21h. Papou, qui n'est pas non plus un passionné de foot, était resté partager ce moment historique avec nous tous. Le lendemain matin, nous avions pris l'avion pour Milan. L'agence de voyage nous avait concocté un circuit qui nous permettait d'être à Venise dès la veille de mon anniversaire. Je ne saurais dire si c'était le fait que j'étais amoureuse ou si c'était vraiment la réalité, mais j'étais en admiration devant tout ce que je voyais. J'avais trouvé l'architecture magnifique et la cuisine, mamma mia, un pur bonheur pour tous les sens. Mon palais passait de saveur en saveur. Je n'ai pour le moment plus jamais dégusté de pizza aussi délicieuse que celle dévorée à Naples. Le soir de mon anniversaire, nous avions fait une balade en gondole qui nous avait menés directement au restaurant que ton père avait réservé pour l'occasion. Si je ne l'avais pas vécu, j'aurais pu croire cette scène tirée d'un film. Je peux toutefois te jurer que les serveurs sont venus m'apporter un magnifique bouquet de roses rouges à ma table, avant de me chanter 2 chansons a cappella. Notre table avait été l'attraction de la soirée. Tous les clients m'avaient alors souhaité un joyeux anniversaire, chacun dans sa langue natale. J'avais donc eu droit à l'italien des serveurs, à de l'anglais, de l'allemand et aussi du français avec 2 couples de compatriotes. Ton père déployait des trésors d'imagination quand il s'agissait de mon anniversaire. Je réalise que j'ai oublié de te raconter mon tout premier anniversaire avec lui. Étant donné que notre relation était à ses débuts, il n'avait rien fait de grandiose. Il s'était plutôt adapté à mon programme, à vrai dire. J'avais prévu de déjeuner au restaurant avec Gabriel, puis d'aller au cinéma. Étant donné qu'il travaillait et qu'il ne pouvait être des nôtres, il m'avait suggéré une balade au jardin japonais après notre film. C'est ce jour-là que je lui avais présenté Gabi pour la première fois. Le courant était bien passé entre eux, et cela aussi m'avait rassuré sur mon ressenti concernant l'avenir éventuel de notre liaison. Voilà, rien d'extraordinaire, mais le désir manifeste quand même d'être présent à mes côtés malgré tout. Nous avions fini la soirée tous les 2 chez moi, en toute simplicité. Je peux t'assurer que j'en étais tout autant ravie que les merveilleuses soirées que nous avons faites par la suite. Le plus important pour moi était qu'il soit à mes côtés. Toulouse, le 17 juillet 2004. Ton père n'a jamais été un grand adepte des anniversaires et autres fêtes. Il me l'avait expliqué relativement vite quand je m'étais installée chez lui. J'avais compris son raisonnement et je dois avouer que même si je n'y avais jamais réfléchi auparavant, sa vision des choses me convenait. J'avais donc appris à sortir du moule pour m'adapter au mode de vie de ton père. Les cadeaux avec lui pouvaient apparaître à n'importe quel moment. Et au final, je trouvais ça plutôt agréable. Ce jour-là, nous avions décidé de profiter du soleil pour faire un pique-nique dans les magnifiques gazons du jardin des plantes. Pierre avait profité de ce moment de détente pour évoquer avec moi l'idée de chercher une nouvelle maison. Il avait, tout comme ton oncle, hérité d'un appartement en cadeau pour ses 18 ans. Aujourd'hui, je remercie Dieu que Madeleine et Louis n'aient pas acheté les appartements de leur fils dans les mêmes résidences, car cela aurait été nettement plus compliqué le jour où j'ai quitté ton oncle. Bref, ton père avait lui aussi un appartement avec 2 chambres, et ton arrivée dans notre petite famille risquait de nous mettre très vite à l'étroit. Nous avions en effet prévu de te mettre un berceau dans notre chambre, la première année au moins, mais il anticipait l'après. Il voulait savoir si je préférais que nous louions un appartement plus grand. Ainsi, il aurait mis le sien en location et il aurait une rente mensuelle. Ou si alors nous nous décidions à faire le grand saut et à investir ensemble. J'étais séduite par la 2e proposition.
Cela voulait dire que nous partions sur un projet commun, pour tous les deux et nos enfants. Mon divorce avec ton oncle n'était pas encore conclu, mais j'avais signé un contrat de mariage avec lui. À l'époque, c'était surtout pour lui montrer que je ne courais pas après ses biens et ceux de tes grands-parents. Ton père m'avait de toutes les façons rassuré en me disant que d'ici que l'on trouve la maison de nos rêves et que l'on signe devant le notaire, je serais déjà probablement divorcée. C'est à compter de ce jour que nous nous étions mis à prospecter auprès des agences immobilières. Toulouse, le 20 mars 2020. Salut Gabrielle, comment vas-tu? Coucou ma belle, tout va pour le mieux par ici et toi? Je ronge mon frein depuis ce matin pour t'appeler. Quoi? Que se passe-t-il? J'ai eu une longue discussion avec Pierre hier soir. Il m'a dit que je devais apprendre à être plus patiente envers maman, et aussi que je devais apprendre à accepter son refus si jamais elle décidait de ne pas répondre à mes questions. C'est une sage réflexion. Je n'en suis pas surprise, connaissant ton mari. Je sais. Par moments, je me demande si tu n'aimes pas Pierre plus que moi. Pourquoi veux-tu toujours comparer? D'autant que tu souhaites mettre dans la balance des choses qui ne peuvent, selon moi, pas être comparées. Tu trouves? Je t'aime, Caroline. Tu es comme ma sœur depuis presque toujours. Et j'aime Pierre aussi, parce que je trouve que c'est un homme génial qui en plus a le mérite de rendre mon amie heureuse. Je n'arriverai absolument pas à dire si j'en aime un plus que l'autre. Je vous aime et c'est tout. C'est de la diplomatie que tu me sers là. Caroline, tu as 2 enfants, n'est-ce pas? Aimes-tu Tony plus qu'Isabelle, ou inversement? Bien sûr que non. J'ai d'ailleurs du mal à entendre quand l'un d'eux me fait la remarque que j'ai une préférence pour l'autre. Gabrielle choisit de se taire volontairement. Elle espère que les propres mots sortis de la bouche de sa meilleure amie l'aideront à prendre conscience de ce qu'elle lui expliquait à l'instant. Bon, ok, j'ai compris. J'aime mes 2 enfants sans préférence, tout comme tu nous aimes, Pierre et moi. Amen. N'exagère pas non plus, hein? Non, mais Caroline, sérieusement, parfois j'ai du mal à voir où tu veux en venir. Je sais, je me rends compte parfois que je suis bourrée de contradictions. Mais je fais des efforts. Je te jure que j'en fais. C'est bien, mon ange. Être consciente de cela est une étape primordiale. Essayer de se corriger par la suite en est une autre. Je sais, ce n'est pas gagné. Revenons à ton impatience sur le fait de me parler. J'ai écrit un message à maman hier pour lui dire que je l'aime et que je ne lui en voudrais pas si elle refuse de me parler. Et maintenant, elle est prête à tout te dire. Oui, enfin, tout, je ne sais pas, mais j'ai déjà eu quelques révélations ce matin. Ah oui? En fait, je me suis rendu compte en écrivant les cahiers qu'il y a 2 ou 3 épisodes importants de ma vie que tu ne connais pas. Importants, tu dis? Je pensais être au courant des choses importantes, justement. Il y a des épisodes tellement peu glorieux que j'avais choisi de les garder secrets. À ce point? Tu m'as avoué avoir couché avec le frère de ton mari. Je ne vois pas ce que tu aurais pu faire de pire. Ne me dis pas que tu as couché avec Louis. Gabi! Je n'en sais rien, moi. Tu m'as parlé de ton personnage de télé. Je me dis que la réalité rattrape parfois la fiction. Je te rassure, je n'ai pas couché avec mon beau-père. Ah! En fait, j'ai pensé me suicider à un moment. Tu es sérieuse? Alors toi, par contre, tu devrais arrêter avec cette formule. Tu me demandes toujours si je suis sérieuse à des moments où il serait totalement incongru de faire des blagues. Excuse-moi, j'ai juste du mal à croire que je n'ai rien vu et que je sois passée à côté de ta détresse. J'avais tenté de t'en parler, ça n'allait vraiment pas avec Yves. Tu n'as jamais parlé de vouloir mettre fin à tes jours non plus. Je sais, je ne voulais pas t'inquiéter non plus. Enfin, je n'allais vraiment pas bien.
Je crois que ce n'est pas la peine d'essayer de comprendre et tenter de rationaliser mon geste. J'ose penser que ce ne sera pas utile, mais si demain cette idée te repasse à travers la tête et que je ne te réponds pas au téléphone, rends-toi aux urgences, s'il te plaît. Tu as besoin que l'on m'attache et que l'on me pique mes jolies fesses. Cesse un peu d'exagérer. Il ne devrait pas en arriver jusque-là, mais au moins tu auras une écoute et des conseils adaptés. Le temps que tu récupères tes esprits. Rends-toi compte de tout le chagrin que cela aurait généré si tu avais réussi ton coup. Je me serais probablement senti coupable toute ma vie de n'avoir rien fait pour t'aider. Tout ça, c'est du passé. J'en ai d'abord parlé à Isabelle et je lui ai dit que je suis heureuse d'être là aujourd'hui, car finalement, le vent a tourné à mon avantage. Mais Caroline, le vent tourne toujours. Si demain quelque chose se passe mal, comment puis-je être sûre que cela ne te reprendra pas? Parce que justement, j'ai compris que le vent tourne continuellement. Même si demain je dois affronter une nouvelle épreuve, je saurai que viendra un moment où j'irai mieux. Le soleil brille continuellement de toutes les façons, même quand il est caché par les nuages, les pluies ou les plus énormes tempêtes. Alors je saurai attendre que le vent finisse de souffler pour enfin revoir le soleil. J'aime beaucoup ta métaphore. Je la trouve rassurante. Je veux bien croire que tu ne tenteras plus jamais de commettre l'irréparable. Il y a des gens qui t'aiment et qui tiennent à toi. Je le sais, mais comme j'ai dit à Isabelle, aujourd'hui je m'aime aussi suffisamment pour avoir envie de vivre, ne serait-ce que pour moi uniquement, même si je sais très bien qu'il y a des gens qui m'aiment. Très bien, l'amour-propre. Certains confondent avec l'égoïsme, mais cela n'a rien à voir. Et quels autres sombres secrets m'as-tu cachés? Tu as tué quelqu'un? Décidément, non. Dieu merci, je ne suis pas une criminelle. J'ai fait 2 fausses couches dont je ne t'ai pas parlé. Ah bon? Quand? La première juste après avoir quitté Yves. J'avoue que ça m'arrangeait car je ne savais pas qui était le père. Ah oui, je peux comprendre. Et la deuxième, c'était quelque temps avant que je ne tombe enceinte d'Isabelle. Eh bien, à croire que niveau fertilité, tout va bien avec Pierre. Quand je vois combien de temps tu as pris pour tomber enceinte de Tony, et voilà que maman m'a révélé ce matin qu'elle a fait 2 fausses couches avant moi, et une aussi après ma naissance. Intéressant. Elle t'a dit comment elle a vécu ça? Elle m'a dit qu'elle avait l'impression d'être maudite et qu'elle n'aurait jamais d'enfant. Elle était stressée durant toute ma grossesse et je suis née après terme. Le médecin prévoyait une césarienne avant que je n'aie des complications. As-tu réussi à faire des liens déjà? De quel lien parles-tu? Ta mère était stressée à l'idée de te perdre. Et toi, tu es une vraie maman poule à craindre pour tes enfants. Je pense que toutes les mères sont pareilles à ce niveau. Ouais, je te trouve un tantinet dans la version haute du stress. Autre point, tu es née après la date prévue, tout comme Isabelle. Ah oui, je n'avais pas fait attention. Moi, je crois qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. J'avais déjà évoqué ce sujet avec toi, mais visiblement, l'heure n'était pas encore arrivée pour que tu sois sensible à mon discours. C'est vrai que je n'ai pas lu tes bouquins, mais des fois je me dis qu'il ne faut peut-être pas chercher midi à 14 heures pour des coïncidences. Je me doutais que tu utiliserais ce mot. Sais-tu la définition d'une coïncidence? Pas au mot près, mais c'est quand 2 événements arrivent par hasard, non? Si tu me prends le mot hasard alors que je te dis que je n'y crois pas, je pourrais concevoir si un événement se répétait une fois. Mais quand je relève plusieurs similitudes, je me sens obligée de me poser des questions. Regarde, tu es ma meilleure amie et je te considère comme ma sœur. Or, tu es née à un jour près à la même date que mon propre frère. Oui, c'est vrai.
Pour le moment, je ne vais pas te donner trop d'exemples afin que tu puisses exercer toi-même ton esprit à repérer les dates qui se répètent souvent, les événements également. En travaillant sur mon arbre généalogique, j'ai eu le sentiment que le but de ma vie était de rassembler toutes les pièces d'un puzzle. Comme si résoudre ce casse-tête me permettrait de me libérer du destin familial afin que je puisse enfin suivre ma propre voie. Pour moi qui n'ai pas encore lu tes bouquins, je me sens perdue par ton discours. En attendant les livres, sache qu'il y a tout plein de vidéos gratuites sur la psychogénéalogie. Je vais t'en envoyer quelques-unes si tu veux, mais je vais te partager ma vision des choses. Je vois la vie comme un jeu. J'étais venue résoudre des énigmes et aider mes ancêtres à se libérer de leurs blessures. Pour réussir à élucider le mystère, des indices étaient laissés au fur et à mesure. Mon prénom, ma date de naissance, mes parents, mes amis. Je me suis rendu compte que tous les détails avaient leur importance afin de me permettre de me libérer du schéma familial. Ouh là là, c'est quoi ton histoire là? Je crois que, sans jeu de mots, mon destin était tracé dès le départ. Soit je suivais celui prévu par mes ancêtres du fait de l'héritage familial, soit j'arrivais à m'en libérer en guérissant les blessures dont j'avais hérité. Je vais te laisser te documenter et ensuite on en rediscutera, car je te sens prête à t'y intéresser maintenant. Ok, j'attends tes vidéos. J'ai évoqué avec maman le fait que tu voulais l'appeler et elle est d'accord. Génial. Je l'appellerai ce week-end, si Dieu veut. Ma chérie, je vais devoir te laisser. Je te conseille de prendre un cahier et de noter tout ce que tu pourras trouver. Les dates qui se répètent dans ta vie ont un message pour toi. Les révélations de ta mère aujourd'hui déjà sont des pistes. Cherche à savoir si dans ta famille, il n'y avait pas d'autres cas de fausse couche ou alors une femme morte en couche ou au contraire une qui aurait eu énormément d'enfants. Il devrait y avoir un blocage au niveau de la naissance. J'espère qu'après ta discussion avec maman, papa et elle accepteront de me parler, parce que sinon, je vois mal où je trouverai toutes ces infos. Rassure-toi, celui qui cherche trouve. Jusqu'à présent, il me manque des pièces à mon puzzle, mais je sais que toutes les réponses ne viennent pas d'un coup. Quand l'heure sera venue que je passe au niveau supérieur, les portes s'ouvriront. Je trouve ton discours très énigmatique. D'ici peu, tu comprendras mieux. Je serai à tes côtés pour te guider. Je t'embrasse, ma belle. Je te donne des nouvelles dès que j'ai discuté avec ta mère. Je te remercie de tout cœur, Gabriel. Pense à m'envoyer les vidéos, s'il te plaît. Je suis curieuse d'en découvrir un peu plus afin de mieux comprendre tes propos. Je te les envoie tout à l'heure, sans faute. Caroline ouvre son tiroir de chevet et saisit son cahier rose. Sans aucune hésitation, elle inscrit ses premiers mots. Toulouse, le 20 mars 2020. Je m'appelle Caroline Chéry et je suis née le 17 juillet 1973. J'ai découvert aujourd'hui que j'étais attendue le 12 juillet, mais que ma mère stressait à l'idée de me voir naître suite à ses 2 précédentes fausses couches. Elle me voit comme le miracle qui a brisé la malédiction qu'elle pensait peser sur elle. J'ai moi-même éprouvé cette impression de malédiction après 2 années infructueuses à essayer de concevoir Tony, mon premier enfant. Ma meilleure amie Gabrielle m'a dit à l'instant que la vie est un jeu dont il faut percer le mystère. Alors c'est parti. Je ferai de mon mieux pour tenter de reconstituer le puzzle de ma vie. Toulouse, le 6 janvier 1999. Ton père et moi venions enfin d'être titularisés. Après presque 3 années pour moi et 4 pour Yves, nous étions enfin sortis du statut de contractuel remplaçant. J'avais été intégrée sur un poste au service des urgences où je travaillais depuis avril 1997. Ton père, lui, se retrouvait à travailler en réanimation. Il n'était pas vraiment content de s'y retrouver, car il se sentait limité en ne faisant que de la kinésithérapie respiratoire
et de la mobilisation passive pour les patients sous respirateur artificiel. Pour ma part, travailler aux urgences m'offrait un certain cachet quand je l'annonçais autour de moi. À l'époque, il y avait une série télévisée américaine qui cartonnait chez nous. Cela m'offrait une certaine aura de prestige, même si de l'autre côté, j'avoue que j'étais très souvent crevée. Travailler 8 heures debout, quasiment non-stop, à devoir jongler entre les différentes pathologies, mettait vraiment mon organisme à rude épreuve. J'évitais de boire de l'eau pour ne pas avoir à faire des détours trop fréquents aux toilettes. Plus souvent que rarement, je n'avais pas non plus le temps de prendre ma pause déjeuner. Enfin, tu te feras peut-être un jour ta propre expérience. Mais autant c'est gratifiant d'y travailler, autant c'est épuisant sur la durée, aussi bien physiquement que psychologiquement. Malgré tout cela, ma vie de couple avec ton père se passait sans encombre. Nous étions toujours aussi amoureux l'un de l'autre. Je ferais mieux de parler en mon nom, finalement. Je me demande aujourd'hui, avec tout ce que j'ai appris ces derniers jours, est-ce que ton père m'a toujours été fidèle? Bref, je dois arrêter d'extrapoler et ne considérer que ce qu'il m'a révélé comme étant la vérité. Moi, j'étais toujours folle amoureuse de lui, et j'éprouvais le désir d'agrandir notre famille. Ma titularisation m'offrait une plus grande sécurité dans le cas d'une grossesse. J'en avais alors discuté avec ton père, mais il ne se sentait pas vraiment prêt. Il pensait que nous avions tout le temps devant nous et que nous étions encore trop jeunes pour nous lancer dans une telle aventure. Ce n'était absolument pas mon avis. J'allais bientôt avoir 26 ans, alors que ma mère m'avait eu à 24 ans. J'avais plutôt le sentiment d'être en retard, mais je savais aussi que je devais respecter le fait que mon mari ne se sentait pas prêt. Alors je m'étais résignée et n'en avais plus parlé. La Saint-Valentin tombait un dimanche où je travaillais l'après-midi. Ton père m'avait proposé de sortir fêter le samedi soir et que nous serions restés au lit toute la matinée pour me permettre de me reposer. Pour une fois, nous ferions l'impasse sur le déjeuner avec tes grands-parents. J'étais emballée par sa proposition. Pour fêter notre premier anniversaire de mariage, je lui avais acheté une gourmette en argent. Au dos de la plaque, j'avais demandé d'y graver la date de notre mariage en chiffres romains. J'avais décidé de limiter les frais et j'avais décidé de porter la robe blanche offerte par Gabriel quelques années plus tôt. Hiver oblige, j'avais ressorti le joli manteau blanc en laine, col fourrure que j'avais porté le jour de notre mariage. Nous avons dîné dans le fameux restaurant où ton père m'avait fait venir sans dessous. Je lui avais offert mon cadeau à table et il en avait été ravi. Il m'avait alors répondu qu'il avait volontairement laissé son présent sur mon oreiller. J'étais impatiente de savoir ce qu'il avait pu traficoter. Ton père avait une imagination débordante quand il s'agissait de faire des cadeaux. Arrivée à l'appartement, je m'étais précipitée dans la chambre. J'y avais trouvé un petit carré de tissu blanc, un mouchoir en coton. Tu n'imagines pas ma surprise. J'étais sidérée. Ton père était vraiment un homme surprenant. Le premier anniversaire de mariage représente bien des noces de coton, mais le connaissant, je m'attendais à plus élaboré de sa part. Je m'étais imaginé des sous-vêtements en coton. Cela lui ressemblerait davantage qu'un mouchoir. Je m'étais déjà préparé mentalement à devoir lui faire un striptease avec mes nouveaux dessous. La belle affaire. Il avait fini par me rejoindre dans la chambre. Il m'avait alors demandé si j'étais contente de sa surprise. J'avais joué la carte de la franchise et lui avais dit que j'étais étonnée par son manque d'originalité. Il avait alors pris le mouchoir de mes mains et l'avait soigneusement déplié. Il l'avait reposé sur mon oreiller, me permettant ainsi de découvrir les quelques lettres brodées d'un fil doré. Oui. Je l'avais regardé, étonnée. C'était en souvenir de nos vœux échangés l'an passé. Il m'avait alors prise dans ses bras pour me murmurer au creux de l'oreille que, oui, il était prêt à avoir un bébé avec moi. Je ne sais pas si c'est utile de préciser que je me suis mise à pleurer.
Je n'ai pas voulu utiliser le joli mouchoir de ton père pour ne pas le tacher avec mon mascara. D'ailleurs, si tu le souhaites, je pourrais te l'offrir, ce mouchoir. Je l'ai toujours conservé précieusement dans mon coffre à bijoux. C'est à compter de ce jour que j'avais cessé de prendre ma pilule. Toulouse, le 20 mars 2020. Caroline relit les dernières pages du cahier violet d'Isabelle. Elle est contrainte de réaliser que le 14 février est véritablement une date qui se répète dans sa vie. Elle se saisit de son cahier rose pour y noter ses remarques. Je constate à l'instant que la date du 14 février revient très souvent dans ma vie. J'y ai épousé Yves en 1998, j'ai arrêté ma pilule en 1999, Tony est né en 2002, j'ai fait ma première fausse couche en 2003, j'ai cessé de prendre ma pilule en 2004 et mes dernières règles remontent au 14 février cette année. Que peut bien représenter cette date pour moi ? Caroline referme son cahier. Elle doit reconnaître qu'elle n'avait jamais prêté attention à ce détail, qui à ce stade n'en est plus vraiment un. Selon les dires de Gabriel, quand quelque chose se répétait, c'est qu'il y avait matière à creuser. Caroline est perplexe. Elle est maintenant curieuse de savoir ce que cela veut bien pouvoir dire. Elle saisit son téléphone avant de se raviser. Elle va attendre un peu avant de rappeler son amie. Elle va attendre de voir ce qu'elle peut récolter d'autre avant de la solliciter de nouveau. Elle décide de se lever pour se changer les idées dans le jardin. « Maman ? Oui, ma chérie ? Tout va bien ? Parfaitement bien, mon ange. Je profite un peu du soleil. Et toi, tes cours ? Tout baigne. Je peux te poser une question, s'il te plaît ? Caroline se retient de sourire. Qu'est-ce que sa fille va bien pouvoir lui sortir cette fois ? Vas-y, je t'écoute. Comment es-tu tombée enceinte ? Je veux dire, je sais bien que tu as fait l'amour avec papa, mais vous n'utilisiez aucun contraceptif ? Peux-tu voir si ton frère est disponible pour nous rejoindre 5 minutes, s'il te plaît ? Mais je ne comprends pas, je pose des questions qui m'intéressent. Si Tony ne dit rien, c'est que cela ne l'intéresse pas. Pas forcément. Pour preuve, il n'avait jamais posé de questions au sujet de son père, mais m'avait fait le reproche de t'en avoir parlé à toi et non à lui. Donc cette fois, comme il est présent, je préfère vous expliquer à tous les deux en même temps. Mouais, je vais le chercher. Isabelle et Tony étaient revenus à ses côtés moins de 5 minutes plus tard. Caroline leur avait fait signe de s'asseoir. Je te prends un peu de ton temps, car ta sœur vient de me poser une question dont la réponse devrait également t'intéresser. Oui, elle m'a expliqué en venant me chercher. Alors les enfants, pour commencer, je veux que vous sachiez qu'il n'y a aucune méthode contraceptive efficace à 100%. Hormis l'abstinence, et je pense devoir préciser abstinence stricte, un risque de grossesse est toujours possible. Abstinence stricte ou voire la masturbation en solo, parce qu'il y a déjà eu des cas de jeunes filles vierges qui se sont retrouvées enceintes. Par l'opération du Saint-Esprit peut-être. Arrête de raconter des bêtises. Si un garçon se masturbe et éjacule trop près du sexe de la fille, les spermatozoïdes peuvent remonter grâce aux sécrétions vaginales et ainsi féconder l'ovule. Très bien, Tony. Je vois que tu es bien informé et ton explication est claire. Je précise que cela n'est surtout possible que durant la période d'ovulation, car à ce moment, la glaire de la femme est plus propice à la migration des spermatozoïdes. Ok, merci pour le cours de biologie. Cela veut dire que se livrer à des jeux sexuels pour préserver sa virginité n'est donc pas dénué de risques. Vous êtes prévenu dorénavant. Concernant ta question, il se trouve que je prenais la pilule, mais je suis quand même tombée enceinte. Les spermatozoïdes de papa sont surpuissants.
Caroline éclate de rire en entendant la réflexion de sa fille. Gabrielle lui avait fait remarquer qu'elle n'avait effectivement aucun problème de fertilité avec Pierre. Je ne sais pas si on peut dire ça. Généralement, il est admis que la pilule est efficace aux environs de 99%. Normalement, il faut avoir loupé sa pilule un jour ou alors avoir eu des vomissements pour expliquer la survenue de la grossesse. Dans mon cas, je ne me rappelle pas avoir été malade, ni avoir oublié de la prendre. Pour la petite histoire, ce n'est pas la première fois que cela m'arrive. Ah bon? Quand cela t'est-il arrivé? Je l'ai déjà écrit dans ton cahier, Isabelle, mais je ne suis pas encore à ce stade de mon récit dans le cahier de Tony. Dans les semaines qui ont suivi mon aménagement chez Pierre, j'ai réalisé que j'étais enceinte. Il est passé où? Tu as avorté? Tu ne savais pas qui était le père? Je constate que les questions fusent vite dans ta tête, ma chérie. Alors, bien que n'étant pas absolument sûre de savoir qui était le père, je ne suis pas partisane de l'avortement. Donc ton père et moi étions d'avis de le garder, même si je n'étais pas ravie de cette grossesse à ce moment précis de ma vie. Tu as perdu le bébé? Oui, mon chéri. Les saignements et les douleurs abdominales ont commencé le jour de ton anniversaire. Le lendemain, je saignais encore un peu, donc j'étais allée voir mon gynécologue qui avait vérifié avec une échographie que tout le placenta était parti. Tu as fait beaucoup de fausses couches? Seulement 2. Celle-ci et une quelques mois avant que je ne tombe enceinte de toi. J'aurai le temps de vous en dire plus, car il semblerait que mamie Victoire ait eu l'occasion d'en faire 2 avant ma naissance et une après. C'est héréditaire, ça? J'avoue que je ne sais pas trop, ma chérie. Je vais me renseigner et vous donner la réponse dès que j'en saurai plus. Voilà, j'ai répondu à ta question, Isabelle. Je te remercie, maman. Merci, maman, d'avoir pensé à me faire venir également. Je vous en prie. Je n'aimerais surtout pas que vous puissiez croire que j'aime un de vous plus que l'autre, ou que, par exemple, je pourrais aimer ce bébé plus que l'un de vous. L'amour ne se mesure ni ne se compare. L'amour est, tout simplement. Pourtant, tu m'as dit la dernière fois que tu es la personne que tu aimes le plus. Je sais, avoir de l'amour propre est une chose fondamentale. Maintenant, je ne sais plus trop de quelle façon je peux quantifier. J'ai eu cette discussion avec Gabrielle ce midi. Tu as changé d'avis parce que Tati Gabi l'a dit? Tu n'es pas obligée d'être une girouette non plus. Isabelle, me remettre en question ne fait en rien de moi une girouette. Bien au contraire. Savoir se demander si on est juste et toujours sur la bonne voie me semble être une preuve de sagesse. Celui qui croit qu'il sait tout risque de ne pas se remettre en question et ne pas évoluer avec les nouvelles connaissances qui apparaissent chaque jour. Ok, je te demande pardon. J'ai quand même l'impression que dès que c'est papa ou tati qui disent quelque chose, tu te remets plus facilement en question. Je ne trouve pas tes propos très justes, car je suis attentive à vos remarques également. Sinon, je ne t'aurais pas demandé de convier ton frère à notre discussion. C'est vrai. Ton père me dit souvent que je tire des conclusions hâtives. Mais j'ai le sentiment que tu te comportes de même, toi aussi. Tu ferais bien d'apprendre à te corriger dès maintenant. Cela te demandera moins d'efforts qu'à moi aujourd'hui. C'est évident que cela lui ferait le plus grand bien d'apprendre à tourner sa langue dans sa bouche avant de parler. Ça va, monsieur Perfection, je ne t'ai pas demandé ton avis. Ça suffit, Isabelle. Présente des excuses à ton frère. Tu pourrais tirer exemple de son comportement au contraire. La pause est terminée, les enfants. Retournez travailler dans vos chambres. Caroline vérifie son portable dans l'espoir d'y trouver les vidéos promises par Gabrielle. Elle n'avait rien reçu. Son amie avait probablement oublié de les lui envoyer. Elle décide de lancer sa propre recherche sur Internet. Elle avait été étonnée la dernière fois de trouver les liens sur les questions à poser aux parents.
Elle n'a pas encore le réflexe de chercher tout bêtement sur le net les questions qui lui passent par la tête. Caroline relit les notes prises dans son cahier rose. Maman était infirmière et moi, j'ai suivi son parcours professionnel après avoir échoué à mon concours de médecine. Tony envisage lui aussi de suivre nos traces. La vidéo que j'ai vue décompose le mot infirmier avec comme idée de rechercher qui était infirme hier dans l'arbre généalogique. La thérapeute suggère également de ne pas se nier et de savoir prendre soin de soi également. J'avoue que si je n'avais pas eu Pierre et les enfants pour me motiver à prendre un arrêt, la mort dans l'âme, je serais partie en guerre, rejoindre mes collègues. Gabrielle lui avait dit qu'elle ne croyait pas au hasard. Elle est tentée de la croire maintenant. Quand elle avait regardé les liens proposés lors de sa recherche, son regard avait été attiré par la dernière vidéo qui parlait du métier. Comme par hasard, l'intervenante avait choisi d'analyser sa profession. Caroline referme son cahier. Elle va s'allonger un instant et faire une sieste avant de reprendre ses recherches. Elle choisit une sélection de titres de musique classique. « Coucou là-dedans, comment vas-tu, mon ange ? J'espère que tout se passe bien à l'intérieur. Je nous mets de la musique pour nous détendre un peu. Je te remercie pour ton précieux cadeau, mon amour. J'ai débuté le cahier rose pour moi ce midi. Ah oui ? Charité bien ordonnée commence par soi, je vois. Je vais te faire le tien, mon cœur, mais Gabrielle m'a recommandé de prendre des notes pour relever des indices et figure-toi que j'ai déjà des pistes. Tu parles comme si tu menais une enquête. Ton père n'était pas loin en demandant si tu t'inscrivais dans la police. Vas-y, lis et tu verras. Selon Gabi, quand une situation se répète, c'est une piste à explorer. Or, j'en ai déjà trouvé plusieurs. Pierre lit attentivement les quelques notes inscrites dans le petit cahier rose. Caroline observe ses réactions. Elle est à l'affût d'un haussement ou d'un froncement de sourcils. Bingo! Elle sourit. Tu as vu? Pierre la regarde perplexe. J'avoue que c'est surprenant. Je n'avais jamais fait attention à cette histoire de 14 février. Quant au métier, je n'en aurais pas fait tant d'histoires. En général, on suit les traces de ses parents parce qu'on a baigné dedans, tout simplement. Je te ferai voir la vidéo car elle dure moins de 10 minutes. J'en ai repéré une autre qui dure près d'1 heure, mais j'ai préféré t'attendre pour la regarder. Je me suis dit que ce serait plus simple qu'on la regarde ensemble. Comme ça, on pourrait en discuter, plutôt que je te fasse un résumé. Tout ce que tu veux, je veux. Néanmoins, j'ai une question. Je t'écoute. J'ai envie d'un câlin. J'y ai droit tout de suite ou dois-je attendre notre coucher ? Caroline lui sourit malicieusement.